Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Thérèse Tayarat, avec qui nous allons parler du sujet la beauté et ses injonctions. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage tout particulier à Clémence Mouele-Moukouri, la présidente de l'association Find Yourself. C'est grâce à son événement, le mois de l'empowerment, que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Du coup, Thérèse, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Coucou, je m'appelle Thérèse, j'ai 38 ans et j'habite à Paris. Je suis une femme française d'originaire du Laos, de la Chine et du Vietnam. J'ai grandi en région parisienne et aujourd'hui je suis musicienne artiste. Je suis aussi styliste et directrice artistique et je fais aussi tout plein d'actions engagées, notamment auprès de la jeunesse sur le sujet du vivre ensemble. Super intéressant, tu fais plein de choses, c'est génial, j'aime trop. On aura l'occasion de dérouler tout ça, mais avant, en fait, vu que le sujet du jour, c'est, la beauté et ses injonctions, j'aimerais, parce que j'aime bien, chez Matrimoine Féministe, en début d'épisode, définir les termes clés pour que, toute personne puisse suivre, le podcast sans aucun souci. Et du coup, j'aimerais, que tu nous définisses, les termes beauté et injonction et aussi partager ton expérience de pourquoi, tu as commencé à t'intéresser à ces sujets-là et comment? Ok, ma définition de la beauté, c'est une sorte d'alignement entre le corps, la tête et le cœur. Pour moi, être belle ou beau, c'est être en accord et aligné sur ces trois points-là. Une injonction pour moi, c'est une sorte de norme qu'a créé un système pour qui nous fait en fait dévier de notre propre beauté pour essayer de se coller, de se coller à une beauté qui a été fabriquée de toutes pièces, qui a été inventée. Et en fait, l'injonction pour moi, c'est cette espèce de distance entre soi et cette norme imaginaire, et qui en général fait souffrir. Et aussi, la suite des questions avant que je rebondisse sur ce que tu me dis, comment Ouais. toi tu t'es intéressée à ces sujets, le pourquoi du comment? En fait, je pense que je sais pas si je me suis intéressée à la beauté ou si la beauté s'est imposée à moi, cette question, parce que je pense que de mes plus jeunes tendres souvenirs, tendres ou moins tendres d'ailleurs, on nous a toujours complimenté ou pas complimenté dans ce sens. Dès qu'on est tout petit, en fait, oh, elle est jolie ou pas d'ailleurs, ou oh, elle est ceci ou elle est cela, etc. Et j'avais l'impression que lorsqu'on nous disait pas qu'on était jolie, c'est qu'on était autre chose et cette autre chose déviait de ce qui était attendu de nous en termes de beauté. Et consciemment, je m'y suis intéressée un petit peu plus tard, quand je pense que j'ai cherché à plaire. C'était plus l'éveil, j'ai envie de dire, du désir, de la sexualité, etc., qui a commencé à me faire me poser des questions sur ce qui était beau et ou désirable. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était proposé à l'époque, en tout cas dans les médias, moi je suis née en 1986, était assez loin de ce que je pouvais être moi, et notamment à cette époque. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai conscientisé que la beauté était un standard qui était peut-être pas forcément universel, euh, et, et qu'il a fallu en fait se construire différemment pour réussir à se sentir valorisé d'une certaine façon et à trouver sa beauté quelque part, ouais. Mmh. Ouais, c'est très clair ce que tu nous dis et en fait, pendant que tu parlais, ton expérience, notamment quand tu étais petite fille, en fait, ça me fait penser que c'est surtout les petites filles qu'on dit qu'elles sont jolies et les garçons, ils ont pas cette norme qui s'impose à eux. Eux, ils sont vigoureux, ils sont aventuriers, mais on dit pas à un garçon: «Ah, tu es très beau aujourd'hui». Enfin, c'est quelque chose, ouais, très très dans les codes d'une société, je dirais patriarcale parce que du coup, en général, la femme, elle repose sur la beauté et enfin même, la beauté, c'est vrai que c'est très présent dans la vie d'une femme, dans le sens où, heu,
j'ai l'impression, enfin c'est mon ressenti personnel, qu'une femme avec le temps en fait, enfin je schématise et je vulgarise pour les personnes qui nous écoutent et c'est vraiment pas ma pensée, mais c'est pour expliquer. Une femme, qui vieillit, bah ça va devenir une vieille peau, on va dire, alors qu'un Tout homme, à fait. qui vieillit, il se bonifie, avec le temps, comme un bon vin, on va dire et c'est très, Exactement. très bizarre. Ouais, c'est clair et c'est vrai que, hem, comment dire? Quand on est jeune, effectivement, il y a cette espèce de caractéristique où on dit, oui, aux petites filles qu'elles sont belles et à force de leur dire, elles attendent aussi ça comme un compliment. Hem Et c'est terrible parce qu'effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Les petits garçons, on leur dit: «Oh là là, qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu cours vite, qu'est-ce que ceci, cela» et du coup, bah, dans leur vie, ils attendent un petit peu moins probablement qu'on leur dise, «Oh, qu'est-ce que tu es beau» et cetera, pour se sentir exister, en fait. Alors ça fait toujours plaisir évidemment, mais j'ai l'impression que oui, nous, on en a besoin presque pour, exister parce que, la société en fait une raison d'être, en fait. Fait de cette beauté une raison d'être pour les femmes et qu'on sert qu'à ça, en fait. Ouais, c'est triste, vu comme ça, en fait. On est là que comme une rose, on va dire et quand on est fané, bon, bah, c'est fini. Enfin, Exactement. je trouve ça vraiment triste qu'on soit arrivé là, mais du coup, en fait, ça me fait aussi penser parce que tu dis courir comme une fille, parce que du coup, un garçon, il court, mais une fille, elle court comme une fille et Exactement. enfin, moi, je me dis: «Mais what? Pour comment on en arrive là?» et du coup, ça me fait penser à ma question, bah, du coup, comment toi, tu penses que les normes à la beauté, elles se sont-elles construites et cette différence enfin, fille-garçon, pourquoi la femme, on met plus en avant la beauté chez elle que chez les hommes? Enfin, voilà. Mmh, je trouve que c'est une question assez difficile, parce que quelque chose me dit qu'il y a un truc qui est lié à notre biologie en tant qu'être humain, au fait de, oui, il fut un temps, en tout cas c'est l'histoire qu'on nous a racontée. On sait de plus en plus que c'est de moins en moins vrai, mais on a été élevés dans cette idée que, à l'époque, les hommes préhistoriques, ils allaient chasser et puis les femmes, elles resteraient tranquillement dans la grotte et puis, ils ramenaient de quoi manger et cetera pour pouvoir perpétuer la race, quelque part. C'était un petit peu ça, perpétuer l'espèce et peut-être que, c'est ce mythe-là qui a, comment dire? Entretenu le fait que la femme est quelque chose de plus fragile, qui est quelque chose qui, un être qui se doit quelque part d'être, attractive, désirable et cetera pour que, l'homme ou les hommes puissent, rentrer, bien au chaud et pouvoir, justement, perpétuer cette espèce. Hem, chose qui, à mon sens, est, un peu erronée, mais en tout cas, moi, je sais que c'est un peu avec ce mythe que j'ai grandi et et ouais, je pense que c'est tout en fait. Est-ce que ça va réellement plus loin qu'une histoire très, très banale et probablement inventée de toutes pièces? Je me demande. Non, c'est une réflexion intéressante que tu nous partages et pour apporter un peu les lumières aux personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément au courant de ces sujets, parce que le sujet, de la préhistoire, c'est des sujets aussi qui m'avaient intéressée et en fait, de ce que j'avais compris, c'est en fait le 19e siècle quand il y a eu, tout ce qui est, archéologie et compagnie, à son plein essor en fait, bah, en fait, il y a eu des, comment dire? Des problèmes parce qu'en fait, les archéologues, de l'époque, c'était des hommes et en fait, ils se sont dit: on va calquer, enfin, parce que c'était comme ça, en fait, c'était la société, la femme, elle travaillait pas, c'était l'homme qui rapportait l'argent, enfin, bien sûr, il y avait des exceptions, mais on va dire en grande majorité, c'était quand même une société très différente de ce qu'on connaît actuellement. Et en fait, ils ont été très biaisés et en fait, ils étudiaient, bah, toute l'archéologie avec, leur prisme, leur biais et ils pouvaient pas concevoir un seul instant que, bah, les femmes pouvaient avoir un rôle actif, dans la société. Et du coup, maintenant, avec les études plus poussées qu'on a menées, parce que maintenant on a quand même plus de connaissances, plus de choses, plus de moyens, plus de technologies, on comprend, que, bah, pas mal de choses et notamment par rapport à la préhistoire. J'avais lu qu'en fait la chasse au mammouth, c'était pas grand chose en fait dans la vie préhistorique, et Exactement. finalement, ouais, ce qui apportait le plus, enfin ce qui nourrissait le plus, bah, les familles, c'était plus, la chasse, l'agriculture, enfin l'agriculture, la cueillette. C'était des cueilleurs, en fait, enfin des cueilleurs, des cueilleuses d'ailleurs et on n'avait pas besoin d'être, je pense, de sexe masculin pour aller cueillir des baies. Je pense pas que les baies soient super dangereuses ou nécessitent une force, extraordinaire donc voilà. Après, je me dis aussi que,
J'essaie de me mettre dans la psychologie, presque la psychohistoire, et de me dire que ça doit être difficile quand même de se dire que la femme a le pouvoir de donner la vie, et que quelque part, je comprends pourquoi peut-être des hommes aient pu inventer un mythe pour pouvoir exister à travers ça. Parce que le pouvoir de donner la vie, il est quand même surnaturel presque, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pourtant ce qu'il y a de plus naturel au monde, mais à la fois, c'est presque divin. Et comment ne pas se sentir petit, comment ne pas se sentir inutile dans une société quand on n'est pas capable, soit finalement, d'engendrer le vivant. Et je me dis que souvent quand j'analyse la psychologie au niveau individuel, les gens pérorent et se la pètent souvent parce que en fait ils manquent de capacité. Et, et je me demande si à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'humanité, il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi qui pourrait exister. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu nous partages et justement, c'est marrant parce que j'avais aussi cette réflexion à un moment parce que, bah, c'est vrai que comme tu dis, c'est un pouvoir quand même, surnaturel qui incombe, aux femmes et pas aux hommes et d'un côté, en fait, dans un sens, je trouve ça triste parce qu'au final, on peut tout le monde peut exister donc c'est pas parce qu'on donne la vie qu'on doit être, parce que c'est vrai que, ouais, ça me fait penser à la super BD, de Blanche Sabat et Sandrine Mirza, «L'histoire de France au féminin», qui explique un peu, bah, tout ce qui s'est passé et tout ce que les femmes ont dû subir et c'est vrai que je pense que tu as, à mon avis, une part, de vérité. Après je pense qu'il y en a d'autres parce qu'on Bien sûr, bien la sûr. complexité du monde, hein, mais je pense que c'est vrai que le fait de donner, la vie, c'est ça aussi qui discrimine les femmes et d'ailleurs justement au travail, ça me fait penser, 80 des inégalités salariales, ça provient du congé maternité. C'est parce que les femmes donnent la vie qu'elles sont discriminées parce que du coup elles peuvent pas et travailler et donner la vie. Enfin, et je trouve ça un peu dommage dans le sens où on prenne pas en compte la spécificité de la femme et qu'on fait tourner la société que autour de la spécificité de l'homme alors que enfin, Exactement. même la femme et d'autres minorités, alors que je trouve ça assez injuste de pas pouvoir inclure tout le monde. Ouais, ouais, c'est une façon de créer des règles qui sont tournées à l'avantage des personnes qui n'enfantent pas, quoi. Parce que elles ont probablement pu travailler plus vite, plus tôt, et donc se sont en fait créé des règles qui étaient à leur image, plutôt que de penser des règles qui feraient du bien à une société tout entière. Et d'ailleurs, on voit les travers que ça engendre aujourd'hui. Enfin, finalement, est-ce qu'on peut se passer de la liberté de la moitié de l'humanité? Je suis pas sûre. Ça crée plein de mouvements. Évidemment, les personnes qui sont oppressées tentent de récupérer une certaine forme de pouvoir exister simplement. Ça crée des contrariétés de l'autre côté et finalement on finit par se battre parce que à la base on n'a pas pensé à tout le monde. Et c'est ce qui se passe sur toutes les luttes finalement. C'est pas bien compliqué, c'est juste que quand on pense à soi avant de penser aux autres, ça crée des conflits. Quand on pense plus collectif, chose qui manque beaucoup à notre époque, je trouve, et ben en fait on apaise des conflits, on anticipe des conflits. Mais tellement, ouais, je te rejoins tellement là-dessus parce que c'est vrai que on pourrait résoudre, je pense, la majorité des conflits avec plus de bienveillance et d'empathie et de compréhension de l'autre ou même essayer de comprendre l'autre. Parce qu'en fait, c'est vrai, Ouais, on se bat, mais genre parce qu'on se comprend pas. Enfin, il y a des guerres et tout, parce que, bah, en fait, c'est l'essence même de l'incompréhension de l'autre exactement. et c'est vrai, bah, ça me fait directement penser à tout ce qui est, lié à la transidentité. Enfin, c'est des personnes qui revendiquent d'exister, puisqu'ils sont des personnes trans, elles existent en tant que telles, et il y a des gens qui disent: «Non, tu n'existes pas». Enfin, c'est ultra violent et en fait, c'est parce que, ouais, il manque vraiment de l'empathie, de la compréhension de l'autre, alors que si on se comprenait, bah, ça irait tellement mieux. Tu sais, c'est rigolo parce que là je prends mon téléphone et ce matin j'ai écrit sur Threads, True Love, deux points. Certaines donnent des leçons sur l'amour vrai ou naturel alors qu'elles ne seraient même pas capables d'aimer leur propre enfant si elles aimaient différemment. Et je trouve ça fou en fait de pouvoir donner des leçons comme ça sur l'amour, sur l'identité, sur toutes ces choses-là, alors que ouais, qu'on n'est pas capable d'accepter l'altérité. Moi, quelque part, dans cette question de compréhension que tu abordais tout à l'heure, je me dis, mais en fait, il faut accepter aussi parfois de pas comprendre, Mmh. mais de respecter. Parfois, on peut pas comprendre, et c'est ok en fait de pas comprendre. Il y a peut-être des personnes homosexuelles qui peuvent pas forcément comprendre l'hétérosexualité, mais c'est pas grave. Elles les laissent exister. Alors que l'inverse est pas toujours vrai, et c'est triste. L'objectif, c'est pas qu'on soit tous pareils. Ce serait horrible en fait. C'est clair.
Et du coup, je trouve que les gens l'oublient beaucoup. Ils se sentent menacés alors que les gens, enfin, hier j'ai vu des stories de la marche et ça m'a fait, j'étais pas à Paris donc j'y étais pas, mais ça m'a fait rigoler parce qu'effectivement le rassemblement était hyper peace. J'ai une amie qui a écrit en story, est-ce que c'est ça qui vous fait peur, la France? Des gens avec des cheveux colorés qui sont là en train de scander comment dire, des slogans qui sont hyper cute et tout. Franchement. Non, mais c'est hyper profond, ce que tu nous dis. En fait, tu as raison dans ta réflexion de dire qu'on faut accepter de pas comprendre, mais respecter, l'autre, en fait, tout simplement. Mm. Donc, mais d'ailleurs, ça me fait penser, si jamais tu as des clés par rapport à ça, comment toi tu peux faire, si jamais il y a quelque chose que tu comprends pas, mais comment tu pourrais donner comme conseil pour respecter, même si tu comprends pas, pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent avoir des difficultés là-dessus? Enfin, je pense notamment, par exemple, si jamais, bah, ça arrive, il y a des familles qui acceptent pas, par exemple, l'homosexualité de leur enfant ou la transidentité, c'est des sujets qui peuvent arriver, pourtant ils aiment très fort leurs enfants et des fois ça peut être un conflit interne. Après il y a plein d'autres sujets, mais c'est celui qui me vient en tête. Donc, quels conseils tu pourrais donner pour au moins apaiser, tout ça et aller vers, bah, voilà, tout simplement un amour, simple, enfin simple et inconditionnel, parce que aimer la personne telle qu'elle est, quoi. Je pense que, et je ne m'exclus pas de l'équation, hein, mais du coup j'y travaille, c'est de prendre conscience qu'en tant qu'être humain, on a pour habitude, de se focus, de se concentrer sur, les choses qui nous séparent, les choses qui nous chagrinent, au lieu de se concentrer sur ce qui nous rassemble. Je pense que, entre, un parent, hem, cis, hétérosexuel et une personne, trans, peut-être bisexuelle, enfin je prends vraiment des exemples au hasard, hein. Il y a peut-être un monde qui les sépare, au niveau du genre, au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau de ce genre de questions-là. En revanche, je pense que ces personnes peuvent avoir un milliard d'autres choses en commun et que, c'est ça le propre, des êtres humains aussi, c'est de réussir à se ressembler, se rassembler sur certains points et accepter la différence sur d'autres. Et moi aujourd'hui, c'est même pour ça que parfois, bah, je me rappelle que, tu vois, en faisant de l'action culturelle, je vais souvent dans des villes, dans des villages, dans des écoles où je sais que, je suis, dans un terreau qui pense pas forcément comme moi à la base, mais je viens justement montrer patte blanche et leur dire: «Regardez, je suis un être humain et on a plein de choses en commun. Ça se trouve, on écoute la même musique. Si ça se trouve, on aime manger les mêmes choses. Alors OK, on vote pas du même bord, mais est-ce que c'est grave? Le droit de vote existe et les gens ont le droit de se présenter et faire de la politique. Moi, je respecte qui tu votes, en fait, mais c'est pas parce qu'on vote pas la même personne que je ne te considère pas en tant qu'être humain.» Et moi, ce qui me fait peur, c'est justement les personnes qui, de tous bords, hein, mais qui considèrent les autres comme, plus humains dès lors qu'ils ne pensent plus ou pas comme eux, quoi. Et je trouve que c'est méga dangereux parce qu'en fait, on pourra jamais mettre tout le monde d'accord et si on a envie d'éradiquer une partie de la population qui pense pas comme nous, moi ça me rappelle de sombres, sombres heures de l'histoire et je suis pas pour, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, entre Israël et la Palestine et puis plein d'autres endroits dans le monde que enfin, je pourrais en citer 10 milliards. Mais en fait, c'est la non-tolérance de l'altérité qui induit ça. Et c'est de là, justement, pour en revenir à ton sujet, que partent justement ces questions de beauté, ces critères, en fait, de qu'est-ce qui est la norme, que ce soit pour la beauté ou pour autre chose. C'est qu'on n'accepte pas, en fait, la différence et on ne peut ne on ne on s'empêche d'y voir des qualités parce qu'on pense que ça nous diminue nous, alors qu'en fait c'est pas le cas. Au contraire, ça enrichit le monde. Complètement, ouais, je suis tellement en phase avec ce que tu me dis et en plus c'est vrai, quand tu enfin, comment dire? Ça me fait penser que, bah, comme tu dis, on est des êtres humains et en fait, on est sur terre, mais genre, pas beaucoup de temps, enfin genre, 100 ans max Ouais. si tout se passe très bien. Donc c'est ça que je comprends toujours pas, bref, parce que bon, peut-être que je me pose peut-être trop de questions, mais je comprends pas pourquoi, en si peu de temps sur terre, on ne cherche pas à créer de l'amour autour de soi et plutôt enfin, pourquoi on crée de la haine, en fait? À quoi ça sert concrètement la haine? Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en rapport justement avec la mort, le fait de la nier. Je pense qu'il y a plein de gens qui soit, très jeunes n'ont pas conscience de la mort et du coup, bah, ça n'existe pas et d'autres qui ont tellement peur de mourir,
quelque part, et que cette peur est tellement pas exorcisée qu'ils la rabattent sur plein d'autres choses. Ils ont l'impression que, en fait, perdre du pouvoir, c'est mourir un peu. Et du coup, en fait, je pense que ça génère des angoisses qui sont énormes. Ouais, ça génère des angoisses qui sont énormes, en fait, quand tu as peur de l'extinction individuelle ou de ta dite race ou de ton groupe social, etc., tu deviens violent, en fait. Alors qu'en fait, on va tous mourir et on va tous finir dans le même état, c'est-à-dire en sac d'os. Dans la terre ou dans une urne, que sais-je, avec les différentes traditions, etc. Mais je veux dire, on finit réduit en poussière de toute façon, et on a tendance à l'oublier, effectivement. On a tendance ouais, à courir derrière une forme d'immortalité qui pourrait finalement être comblée par l'amour. Tu vois, genre, parce que en fait, pour moi, c'est vraiment l'angoisse de mort qui suscite tant de violence et qui engendre pour le coup la mort. On se mord la queue, en fait. On est un peu con en tant qu'être humain. C'est vrai, c'est une très belle conclusion. Ah, j'adore ce que tu dis, je suis tellement en phase avec toi. En plus, c'est des sujets qu'on parle pas trop, et moi, ça me Non. plaît de parler de ces sujets-là, parce que c'est vrai que moi, la mort, enfin, je suis très consciente de la mort parce que j'ai failli mourir Mmh. plusieurs fois quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais petite en tout cas. Donc c'est sûr que c'est des choses que je conscientise depuis longtemps, et je te fais plaisir d'en parler. Et je suis aussi complètement d'accord avec toi parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on veut maîtriser le temps. En fait, c'est le temps qu'on veut maîtriser. Exactement. Alors qu'on peut pas maîtriser le temps, enfin personne ne peut, personne n'a trouvé la baguette magique, et même s'il y a des personnes comme Elon Musk et compagnie qui cherchent des remèdes à tout prix pour ne plus vieillir, bah c'est pas possible. On est face à notre finitude, en fait, et l'être humain ne l'accepte pas et trouve tous les moyens possibles et imaginables pour outrepasser la mort, que ce soit, j'en sais rien, le botox, que ce soit, que sais-je, des compléments alimentaires, que ce soit des stages de yoga qu'on va payer 3 000 balles pour aller rien manger et boire que du bouillon. Enfin, no shade, hein, je veux dire, j'ai plein de potes qui l'ont fait et tout, mais en fait, tout ça, c'est pour échapper à la mort, et c'est exactement le sujet de mon album. Et justement parce que, bah, comme je me suis fait transplanter en 2022, moi aussi j'ai cru que j'allais mourir à un moment donné, et ça te met face à toutes ces questions existentielles et ça te fait relativiser en te disant: «Mais en fait, mais il y a rien de grave là. En fait, c'est l'amour qui m'a fait survivre. C'est l'amour qui a fait que mon corps s'est remis aussi vite. C'est l'aide des gens, c'est accepter l'aide des gens, c'est s'autoriser à la demander qui fait qu'à un moment donné, on se sent justement, humain, pas isolé, et plus apaisé aussi. Plus tu te sens soutenu et aimé, moins tu as de haine en toi, et pour se sentir aimé, bah, parfois on arrive à le faire soi, et parfois, bah, faut s'aider aussi des autres, et c'est difficile ça de se rendre compte que peut-être qu'on s'autosuffit pas parce que le mythe du capitalisme, il réside là. Il met tout le pouvoir du bonheur des êtres humains dans leurs propres mains. En gros, si tu veux, tu peux, et en fait, si tu y arrives pas, c'est que tu es une merde, et en fait, ça rend les gens zinzin. Tellement. Mais ça les rend zinzin, parce que ça dépend pas de nous. Il y a une part évidemment qui dépend de nous. Je suis pas en train de dire que il faut tout le temps accuser la météo, son voisin, son père. Enfin, il y a pas que ça non plus. Mais tout ne dépend pas de nous. Une catastrophe naturelle ne dépend pas de nous. Notre biologie, notre ADN ne dépend pas de nous. Il y a énormément de choses qui dépendent pas de nous, hein. Le système tel qu'il est fait, le fait d'avoir une sorte de sexisme, machisme intégré dépend pas forcément de nous. Et tout notre travail, pour moi, c'est justement d'avoir conscience de tout ça, pour trouver nos réponses, nos propres réponses, et être en accord avec. Et c'est un travail d'une vie, hein, mais je trouve que c'est ça qui amène de la beauté dans le monde. Je veux dire la beauté au sens noble du terme. Certes, on parle de l'apparence physique, mais pas que. Pour moi, la beauté, ça transcende vraiment tout ça, quoi. C'est le corps, la tête, l'esprit, comme dans le corps, la tête, le cœur, pardon, parce que la tête, l'esprit, c'est la même chose. Euh, et voilà, je trouve que ça se joue à ce niveau-là, et je crois que tous nos gouvernements, etc., font en sorte qu'on puisse justement le moins possible atteindre ça, parce que la liberté fait peur aux gens qui gouvernent.
Par rapport à tout ce que tu as dit, je vais te poser plein de questions parce que je trouvais ça super intéressant et j'aime trop, rentrer en profondeur comme ça dans les sujets. C'est des choses qui me font vibrer. Enfin, c'est pour ça que j'ai aussi un podcast, hein, dans un sens, parce que j'aime trop ça. Et du coup, pour rebondir sur tout ce que tu nous disais et te poser des questions en parallèle, hem, en fait, pour revenir au sujet, de la mort, en fait, ça me fait penser que vu que toi tu es musicienne, enfin tu crées des albums et cetera et je trouve que la musique en elle-même, c'est quelque chose d'intemporel. Ça surpasse, la mort parce que c'est des choses qui vont rester, dans la vie des gens, qui vont se transmettre de génération en génération, donc c'est un beau cadeau qu'on fait, que tu fais à l'univers, parce que moi je fais pas de musique, mais que tu fais et que tous les musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, enfin toutes les personnes de cette industrie font à l'univers et je trouve ça vraiment incroyable. Heu, franchement, bravo. Parce que voilà, c'est génial. En plus, les sujets que tu abordes, c'est des sujets, hyper, importants que tout le monde sera amené à se poser, en tout cas. Et en fait, ça me enfin, pour rebondir aussi avec, 2 questions, 2-3 questions, c'était du coup, bah, déjà, tu parlais d'amour de soi, donc comment on fait pour le développer? Comment les autres peuvent le développer avec autrui? Et aussi, enfin, si tu veux répondre à cette question évidemment, tu parlais de tu t'es fait transplanter de mémoire, tu t'es fait transplanter du foie, j'avais suivi tes stories sur Instagram et si tu peux aussi nous en parler si jamais, tu es d'accord, parce que pour raconter aussi ton expérience à ce sujet. Bien sûr, bien sûr. La première question, c'était quoi déjà? Du coup, je parlais de la musique qui était intemporelle, après, Ah oui, voilà, l'amour de soi et la transplantation. c'est ça. Alors, effectivement, bah, moi c'est vrai que j'ai trouvé la musique comme moyen justement d'immortalité. Je pense que c'est quelque chose que j'ai conscientisé et qui j'espère fait le moins de mal possible, aux autres et en fait, ça m'a justement appris aussi comment dire? Ça m'a appris à m'aimer en fait un petit peu plus, parce que, je pense que la possibilité de s'exprimer, et de se sentir entendue, vue et comprise est quelque chose d'essentiel dans ce monde et que en fait, tout être humain, je pense, est à la recherche de ça. Et du coup, tout le monde n'a pas la même façon de le trouver, de le ressentir et cetera. Mais je crois que la quête se trouve à ce niveau-là, en fait. Chercher le chemin le plus direct vers, une forme de reconnaissance, de ses pairs, quand je dis de ses pairs, c'est en tant qu'être humain, de se sentir comprise et compris, de se sentir pas seul, de se sentir aimé. Je pense que c'est ce qui permet de s'aimer aussi. Je pense qu'il y a aussi l'idée de s'accepter en fait, tel qu'on est, en ayant conscience de ce qu'on considère soi-même comme des qualités et des défauts, et de se dire qu'on peut chercher à améliorer ses défauts, qu'on peut chercher à mettre en avant ses qualités et qu'on peut aussi se dire que, bah, pour, ce qui nous va pas ou ce qui est compliqué à changer, voire impossible, bah, c'est juste comme ça, en fait. Et je pense que de réussir à se l'appliquer à soi, moi, en tout cas, ça m'a permis de l'appliquer aux autres, c'est-à-dire d'être plus tolérante aussi. De me dire: «Bah, telle ou telle chose me va pas chez quelqu'un, mais après tout, elle ou il est comme ça et puis c'est tout, en fait. Enfin, c'est pas cool, j'ai le droit de le signifier, si j'aime pas ça, mais j'ai pas le droit de vouloir changer la personne, de force et encore moins de, vouloir l'annuler. Hem, ça marche pas et après, il y a aussi tout plein de méthodes qui sont possibles, à chacun et chacune de trouver son truc, hein, moi, ça a été la musique, ça a été beaucoup de lectures aussi, de séances de psy. Je sais que c'est beaucoup par la parole et par les mots et que je me soigne et du coup, le psy m'a aussi beaucoup, beaucoup aidée. Enfin, ma psy, c'est quelqu'un de génial. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, j'ai testé plein de méthodes différentes jusqu'à trouver la personne, avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Et voilà et j'avais essayé avant ça la sophrologie, j'avais essayé plein de choses. Et parmi toutes ces techniques, une aussi qui marche très bien et qui coûte pas d'argent, parce que tout le monde n'a pas, les moyens d'aller chez le psy, c'est d'aller marcher dans la nature. Je pense qu'en tant qu'urbain, parfois, on oublie que l'être humain est pas fait pour ça et même s'il y a énormément de choses qui sont géniales, moi j'habite à Paris et j'adore cette ville, ça foisonne, ça bouillonne,
tu peux faire tout ce que tu veux ici, enfin, sauf aller à la plage, mais globalement, tu as une offre incroyable intellectuelle, culturelle, gastronomique, tout ça. Mais c'est vrai que parfois, bah, aller dans la nature, voir des arbres, voir le ciel, sentir la nature et sentir qu'en fait, on appartient à ce tout qui est le monde, la planète, enfin, tu vois? Et se sentir petit aussi. Je trouve que ça fait du bien de pouvoir s'oublier un peu aussi, de se rendre compte qu'on n'est pas si important et que moi, c'est ça que j'aime quand je vais faire de la rando, c'est de me rendre compte que je suis qu'une petite poussière, en fait, et que mes problèmes sont pas bien graves finalement et que la Terre continuera de tourner et ça m'apaise, en fait, de savoir que la Terre continuera de tourner même si, j'arrive pas à faire ceci ou cela ou et ouais, donc voilà, je pense que c'est une quête que chacun et chacune devrait avoir, de justement trouver la façon de se rapprocher de soi à travers l'autre aussi. Pour moi, la vie, c'est un aller-retour permanent entre, son intérieur, et l'extérieur et en fait, c'est, comment j'arrive à me réfugier chez moi et me sentir bien avec moi, comment je vais chercher des choses chez les autres, comment je prends congé des autres aussi, comment j'apprécie ma propre compagnie. C'est trouver l'équilibre entre ces différents points qui permettent de se sentir apaisé, aligné et apprécier, ouais, la beauté de la vie, quoi. Mmh mh. Il y avait une autre question, je crois, après. Ouais, je répondrai quand tu auras tout fait, mais c'était super intéressant ce que tu nous as dit et la dernière question par rapport à tout ça, c'était, la transplantation de foie. Ah oui, et ben, ma transplantation, en fait, c'est dû à une maladie héréditaire que j'ai héritée de ma mère et ça s'appelle la polykystose hépatorénale et donc en gros, en substance, j'ai des kystes, enfin, j'avais des kystes dans le foie, beaucoup, beaucoup et j'ai des kystes dans les reins et en fait, ces kystes sont bénins, mais ils grossissent, à une vitesse qui est, propre à chaque, malade et comme moi, je suis une grande originale, c'est allé très, très vite chez moi. Voilà, en général, les gens se font plutôt opérer autour de 50-60 ans et moi, c'est, à 35 ans qu'on m'a dit que ça commençait à devenir un peu chaud et c'est à 37 ans que je me suis faite transplanter et j'ai eu peur, mais j'ai eu une chance incroyable. Je me suis rendu compte que, bah, déjà, j'avais la chance d'être en France. Je pense que beaucoup l'oublient. On se plaint beaucoup de notre pays qui effectivement a plein de défauts, mais justement, comme je disais tout à l'heure, un peu plus haut, on se focus beaucoup sur les défauts et ce qui nous contrarie, alors qu'il y a énormément de choses dans ce pays qui tiennent encore la route et qu'il faudrait apprendre à préserver, à voir, à chérir. Moi, je pense que si j'avais été dans un autre pays avec la même pathologie, je sais pas si j'aurais survécu, en fait. Soit parce que, bah, j'aurais probablement été trop pauvre pour, me payer des soins, soit parce que le pays aurait pas été suffisamment, avancé, au niveau, bah, technologique et au niveau de la ouais, de hospitalier pour pouvoir, bah, me soigner, me guérir et je me suis rendu compte aussi que notre corps humain était un truc incroyable. Enfin, franchement, enfin, on m'a changé un foie, quoi. C'est quand même un truc de malade et aujourd'hui, j'ai une qualité de vie qui est meilleure qu'avant ma transplantation, malgré les anti-rejets que je prends tous les jours, malgré toutes les contraintes que je peux avoir au quotidien, dans ma vie, les médocs, je porte toujours le masque. Moi, l'air Covid s'est jamais vraiment arrêté. Hem et et voilà et se rendre compte justement de cette universalité et de l'humanité qu'on peut avoir parce que la personne qui m'a donné mon foie, je sais pas qui c'est, parce qu'on n'a pas le droit de le savoir, dans le droit français et je sais pas de quelle couleur cette personne était, ce qu'elle votait, ce qu'elle mangeait au petit déjeuner, qui elle a aimé, pas aimé, mais je sais que cette personne m'a sauvé la vie, en fait et elle et tout le personnel hospitalier qui se, bouscule pour venir sauver des vies de gens qu'ils connaissent même pas et je trouve ça incroyable, en fait, de conscientiser tout ça et de se dire: «Bah, on est capable de choses incroyables quand même en tant qu'être humain. On n'est pas capable que de guerre, et cetera» et je trouve que c'est des histoires qui la mienne comme celle de plein d'autres, hein, mais qu'il est nécessaire de mettre en avant parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on manque de ça. On est beaucoup,
basé sur nos différences et sur justement encore une fois ce qui nous sépare et on est dans des micro cases de est-ce que tu es LGBTQIA plus Z12 0 ou est-ce que tu es un peu moins que ça et en fait non en fait on est des êtres humains et en fait on peut se sauver la vie les uns des unes des autres et c'est fabuleux quoi et sentir que ouais que en fait, on est un tout et que quelque part, notre immortalité, elle peut se jouer aussi à travers ça. Tu vois, t'imagines, la personne, elle est décédée parce qu'en fait, un foie, ça ne se transplante que sur une personne qui s'en va. Et ben, cette personne-là, elle vit à travers moi encore. Et j'ai beaucoup changé depuis l'opération et je sais pas si c'est simplement l'épreuve de la vie qui a fait bouger des choses chez moi ou si c'est peut-être un bout de cette personne qui m'apporte une forme d'apaisement parce que peut-être que c'était une personne moins angoissée que ce que je suis au quotidien. Je saurais jamais en fait. Euh, mais c'est là. Et, et justement ça, je trouve que c'est beau, c'est de la beauté pure. C'est ce qu'on est capable de fabriquer en tant qu'être humain et que à date moi je connais pas ailleurs et ça faut le cultiver quoi. Mm. C'est très beau, très philosophique, tout ce que tu nous dis et en fait, de ce que je retiens, de tout ce que tu as pu nous dire, c'est qu'il faut avoir de la gratitude. C'est hyper important, la gratitude envers soi, envers les autres, envers la vie, envers l'univers, envers tout, en fait. Parce que, bah, ça devrait être notre moteur de vie plutôt que, comme tu disais, enfin, se mettre des bâtons dans les roues, ne pas se comprendre, se concentrer sur la différence comme tu disais, plus que se concentrer plus sur, bah, qu'est-ce qu'on peut s'apporter? Parce qu'on les êtres humains, on est merveilleux, tout le monde est merveilleux à sa façon, quoi. Donc, comme tu disais, il y a mille et une choses de s'apporter des choses. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être complémentaire, d'une certaine mesure et c'est vrai que c'est vraiment la beauté à l'état pur, enfin, on revient à ce sujet, parce que c'est le thème de l'épisode, mais c'est vrai que je trouve ça enfin, j'aime beaucoup la tournure de notre conversation, par rapport à ce que je dis. Moi, je suis aussi reconnaissante pour cette personne, bah, pour le foie qui t'a été transplanté parce que, bah, sans ça, peut-être qu'on serait pas là en train de discuter, peut-être qu'il y aura pas de personnes qui nous écouteront actuellement. Enfin, en fait, la vie, elle tient qu'à un fil, en fait Ouais. et ouais, c'est important de le reconnaître. Et c'est ça, il faut pas que les gens l'oublient, tu vois, dans la chanson Malavida que j'avais écrite avant ma transplantation parce que j'avais peur de mourir et que je voulais laisser en tant que témoignage au monde si jamais bah, j'étais amenée à disparaître. Il y a une phrase qui dit «Le temps, c'est celui qu'on prend. Merci de me l'avoir dit». Et c'est vrai que cette maladie, elle m'a appris à apprécier chaque seconde qui passe, tu vois. Là, il y a pas longtemps, j'ai sorti un titre aussi qui est dans l'album qui s'appelle No Right Time. Et elle dit qu'il n'y a pas de bon moment pour mourir, en fait. Et de ce fait, il n'y a pas de bon moment pour vivre pleinement. Et voilà, faut vivre chaque instant, quoi. Croquer dans une pomme, c'est cool, en fait. Mais tellement, mais je te rejoins tellement dessus. Quand t'as plus pu le faire pendant une période, moi je me souviens que après l'opération, je me suis réveillée bah, en réa du coup, et j'étais branchée de partout, je savais plus respirer par moi-même, je savais plus pisser par moi-même, j'arrivais plus à me lever, à marcher, etc. Et putain, tu te rends compte bah, de la préciosité des choses. Tous ces trucs qui ont l'air complètement normaux, naturels, mécaniques, mais en fait, c'est un putain de cadeau. Quand je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée chez moi, j'arrivais même pas à m'allonger dans mon lit. On n'y pense même pas quand on s'allonge dans son lit. Et en fait, c'est un cadeau du ciel de pouvoir se mouvoir, interagir avec des gens, aimer. Alors c'est normal d'être en colère à des moments. Je dis pas que la colère nous a été donnée par la nature, il faut l'exploiter aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours à la recherche de cet équilibre. Les émotions, il faut toutes les vivre, pas rester que dans la colère et la haine, parce que sinon c'est horrible. Euh, et moi, je crois vraiment que la vie, c'est ça, c'est la recherche de l'équilibre des choses qui nous ont été offertes. C'est comme ça qu'un plat est bon, c'est quand il est équilibré. C'est quand il est pas trop piquant, pas trop acide, pas trop sucré, pas trop gras. C'est ce qui fait que il est à la fois bon dans la bouche et à l'intérieur de notre corps. Et ce qui va nous nourrir, nous faire du bien. Euh, voilà, et va pas nourrir que, va pas faire plaisir qu'à l'extérieur, qu'à une partie.
pour moi, c'est vraiment de la recherche, ouais, c'est ça, d'équilibre permanent qui est très ténu, presque impossible à atteindre, je dirais. Mais le mouvement, c'est de le chercher. C'est pas forcément de le trouver. Oui, en fait, c'est notre trésor, personnel qui est en Mmh mh. nous et dans les autres et qu'en fait, il faut rassembler ce trésor parce qu'au finalement, ça fait plus, d'amour, plus de joie envers toutes et tous, donc c'est vraiment magnifique comme cadeau du ciel, comme tu dis et en fait, je pense vraiment que, par exemple, bah, nous, enfin, les personnes comme nous qui ont frôlé la mort, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on est plus consciente de la valeur de la vie et qu'on se rend compte que oui, tout peut tout peut être différent, du jour au lendemain, tout peut basculer, heu, Exactement. donc et en tout cas, bah, bravo d'avoir dû tout réapprendre car ça a dû être, aussi un cheminement un peu compliqué quand parce que, par exemple, s'allonger comme tu disais, enfin, personne ne remercie, enfin, on se dit pas: «C'est trop cool, on s'allonge, on peut», enfin, c'est vrai que c'est un truc, c'est une habitude, c'est normal, en fait. C'est ça, c'est ça. En fait, on le prend pour acquis, quoi. Comme tout plein d'autres choses dans la vie, comme, la sécu, comme, je sais pas, le fait de pouvoir aller à l'école gratuitement et cetera. Tout ça, on le prend pour acquis, en fait et c'est pas acquis. Justement, on le voit avec le monde d'aujourd'hui que ça change, qu'en fait, on essaie de nous ôter beaucoup, beaucoup de choses, de plus en plus de droits et de devoirs, de pouvoirs, démocratiques et moi, je trouve que c'est quelque chose qui ouais, ça me va pas, en fait et tout mon travail aujourd'hui, il se situe dans le fait de conscientiser les choses et aider d'autres personnes à conscientiser les choses. Moi, j'ai pas de réponse à apporter aux gens, j'ai que des questions. Moi, j'essaie déjà de trouver mes propres réponses, c'est déjà pas simple, mais voilà, si je peux poser des questions pour que les personnes trouvent leurs propres réponses, ça, je pense que c'est cool. Si je peux semer la graine de dire, «Bah, on n'est peut-être pas pareil, mais moi je te déteste pas» et que ces personnes-là finissent par se dire la même chose, je pense que c'est cool aussi. Voilà et après, je te dis tout ça, je suis pas du tout bisounours, je suis pas du tout, en mode, peace and love, tout le monde va s'aimer et cetera. J'ai conscience de la nature humaine. On est, issus de d'un environnement où il a fallu survivre. On est compétitif, c'est un peu la loi de la jungle, tu vois? Mais, justement, en tant qu'être humain, le pouvoir qu'on a, c'est la capacité de régulation de d'intellectualisation et de production. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on produit tellement de nourriture, on devrait même plus avoir peur de mourir. Mais on a peur quand même et on n'ose pas partager aux gens. Non, la nourriture en surplus, on fait quoi? On la jette, en fait. On la distribue pas dans les pays qui crèvent la dalle. Mais je te parle même pas des pays qui crèvent la dalle. En France, les surplus, on commence à peine à mettre en place des dispositifs pour pouvoir redistribuer et encore c'est assez timide. Je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou à quel point, le la volonté de domination, heu, dépasse les bornes. Parce que je comprends qu'elle existe. Mais moi, à mon sens, en tant qu'être humain, ce qu'on est capable de faire, c'est cadrer tout ça et pour que ce soit vivable, en fait, pour tout le monde. L'idée, c'est pas qu'on soit tous à égalité. Moi, ça, personnellement, j'y crois pas forcément. Après, il y a des gens qui y croient et tant mieux parce que, bah, faut des avis qui soient différents pour faire société. Mais je crois vraiment que en fait, ouais, d'essayer de trouver un système où, on peut à la fois garder une forme de liberté, et donc, pour moi, de libéralisme, mais que ce soit quand même calibré et un minimum contrôlé, ce serait cool parce que là, c'est n'importe quoi, en fait. On peut pas, avoir des gens aussi riches et d'autres gens qui ont tellement, mais tellement rien, c'est juste pas possible. Enfin, hem, ouais. Ouais, encore une fois, franchement, on est totalement en phase, toutes les 2 parce que je pense vraiment pareil que toi et c'est vrai que, ben, on prend l'exemple de la nourriture, mais en fait, je me suis toujours dit: «En fait, le problème, ça vient pas du nombre de milliards d'êtres humains qui existent, le problème, ça vient de la répartition de ce qu'on en fait». On a le pouvoir, avec toute la nourriture qu'on produit, de nourrir toute l'humanité, mais, C'est fois clair, c'est plusieurs clair. fois, en fait. Ouais, Je ouais, c'est fou. j'ai pas les chiffres, mais je sais que c'est des chiffres astronomiques de gaspillage, enfin, même, tout ce qui est vêtements, textiles, enfin, c'est de la folie et en fait, c'est vrai que je ne comprends pas, c'est vrai, pourquoi
on met pas toute notre énergie dans tout ce qui est réemploi, réutilisation, le don en fait tout simplement. Enfin vu qu'au lieu de le jeter, pourquoi le jeter? Pourquoi pas le donner à la place? Enfin, c'est des choses aussi, plein de choses à casser dans la mentalité. Et ce que tu disais par rapport à planter des graines, c'est aussi une de mes missions avec Matrimoine Féministe, planter des graines de conscience féministe justement, parce que je pense que c'est ça le pouvoir le plus puissant et qui pourra faire changer les mentalités, c'est que il y a des personnes qui sont pas au courant de tous ces sujets, et enfin ce qui est normal, hein, parce qu'il y a tellement de sujets hein, sur Terre, même moi, même toi, enfin je pense qu'on sera jamais au courant de tous les sujets de l'humanité, ça c'est clair. C'est clair. Mais au moins pouvoir orienter nos réflexions et après, comme tu disais, on se pose des questions et après ça amène à d'autres questions et ainsi de suite et après on trouve sa voie, on trouve la voie pour les autres, on trouve une voie pour l'humanité. Notre contribution à l'humanité, c'est quelque chose de grandiose car ça va être plus grand que nous, ça va nous porter et ça va aider plein de gens et c'est chouette de pouvoir aider des gens. C'est clair. Mmh. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ça me fait du bien aussi. Enfin, je me rends compte que à travers mon parcours et justement, je parlais d'action culturelle tout à l'heure, mais je me sens heureuse quand, les gens que j'accompagne se sentent heureux et qu'ils accèdent en fait quelque part à une meilleure compréhension, d'elles-mêmes. Enfin, c'est beau de voir les gens se rapprocher de soi. Il y a quelque chose d'assez magique, je trouve, dedans. Donc, si jamais, à notre petite échelle, on arrive à déclencher ça chez d'autres, moi je me dis, que ça vaut le coup. Mais oui, et d'ailleurs, enfin, pendant que tu me dis ça me fait vraiment penser aux réseaux sociaux dans le sens où, comment dire? Les réseaux sociaux, c'est pas évalué sur la qualité, mais sur les interactions qu'en font les autres. Genre, je sais pas, tu as 10 000 likes, ah ton post il est super. Tu en as 5, ah ton post il est nul. Alors que, non, enfin c'est la valeur ajoutée que tu peux apporter, on s'en fout des likes, on s'en fout. En fait, l'important c'est que tu puisses impacter de la vie au moins d'une personne. C'est clair. C'est déjà merveilleux, suffisant. Bon, bien sûr, tu sauras pas forcément si la personne ne commente pas, que sais-je. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui regardent les posts mais qui prennent pas le temps de commenter, mais c'est pas grave, tu vas forcément toucher quelqu'un par rapport à ça et je trouve ça un peu dommage de se faire une telle fixette sur des chiffres, surtout qu'en plus un nombre de followers, enfin il y a une certaine distance en fait, un follower, en fait par exemple, je sais pas, t'as 5000 abonnés, tu dis oh c'est nul, mais t'as quand même 5000 êtres humains qui te C'est fou, suivent, c'est c'est incroyable! fou. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, l'autre fois, je me suis dit, que, effectivement, si on mettait tous les gens qui me suivent sur Insta dans une seule pièce, elle serait vraiment très, très grande. Et c'est merveilleux, c'est beau de se rendre compte de ce genre de sujet. Donc je pense oui, comme tu disais, les gens ils apprécient pas les choses à leur juste valeur, et en fait peut-être qu'on a tendance à apprécier les choses une fois qu'on les a perdues, parce que je sais pas, imaginons que tu as 5 000 abonnés et que tu perds tout, là tu vas dire: «Ah mais oui putain j'avais 5 000 abonnés, j'ai tout perdu parce qu'Instagram il m'a supprimé mon compte», enfin tout peut arriver, hein. J'espère pas pour les personnes qui nous écoutent, qui ont une communauté et qu'Instagram supprime tout. Mais d'un côté, Instagram, enfin, j'avoue que ma position sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, c'est pas bien de mettre tous les œufs dans le même panier, on va dire, donc Instagram, c'est bien, mais il faut pas que Instagram, pour porter notre voix sur les canaux, sur, les réseaux sociaux notamment, ou avoir un site internet, à faire de la musique, faut mettre notre voix un peu partout, pas que sur un parce qu'en fait, sur Instagram, c'est vrai que tu es dépendante de l'algorithme, donc ou même sur les réseaux Complètement, sociaux, donc complètement. Franchement, ouais. Pour moi, honnêtement, je trouve que les réseaux sociaux, c'est des outils qui sont incroyables et c'est comme ça que j'ai commencé mon projet. Moi, j'ai commencé en 2020, donc autant te dire que sans les réseaux, il n'existerait pas. Mais il y a quand même rien de mieux que la vraie vie. tellement. Je crois que les gens l'oublient parfois. Franchement, l'impact qu'on peut avoir en allant dans une école ou en faisant un concert et en discutant avec quelqu'un, genre, face to face, tu vois? Genre après un live, c'est tellement plus fort que de s'envoyer des messages sur Insta. Enfin, même si les messages sur Insta, c'est cool, c'est mieux que rien, mais c'est un mode pour moi par défaut quand on peut pas rencontrer les gens en vrai. Oui, c'est clair, surtout quand tout ce qui est, musique, concert, enfin, ça se vit, en fait, l'expérience avec les Bien autres. sûr, C'est pas du tout pareil d'écouter sur Spotify et d'être avec d'autres gens qui vivent la même expérience que toi au même moment. Tu partages un souvenir collectif, un souvenir avec la personne avec qui tu ou même avec toi-même, enfin et c'est vraiment merveilleux et c'est vrai que, notamment si tu parles parce que 2020 ça fait penser au covid forcément. Au covid, c'est vrai que c'était plus compliqué ces rapports, on était, tous derrière des écrans et il y avait une partie de l'humanité qui était perdue. En fait, les nouvelles technologies, c'est bien, mais en fait, ça doit pas prédominer l'humain, en fait. Ça doit pas être en avant de l'humain. c'est ça.
c'est ça. Et puis, il y a quand même des études qui disent que pour être en bonne santé mentale et affective, il faut quand même 7 câlins par jour. Donc, c'est pas sur les réseaux que ça va se passer, tu vois. Tellement. Du coup, faites des câlins. Faites des câlins, exactement. J'avoue que j'aurais aimé encore continuer de parler longtemps avec toi, comme avec toutes mes invitées, mais là, je pense qu'il faut qu'on se redirige vers la conclusion, de l'épisode, parce que Oui, sinon, ouais, les épisodes dureraient 3 à 4 heures. c'est clair. Parce qu'il y a tellement de matière à dire. Alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? Je crois que je dirais que c'est cool de prendre soin de soi, des autres, de rajouter du collectif dans la façon d'envisager notre vie, de pas trop écouter les différentes voix extérieures qui nous parlent, mais de développer justement son intuition, d'écouter son corps aussi, ça va avec, le corps ne ment pas. Et voilà, et de tenter de à la fois garder et cultiver son sens critique, et en même temps d'aimer de façon illimitée en fait. Je pense que on n'exploite pas suffisamment tout l'amour qu'il peut y avoir en nous. Donc ouais, donc voilà. C'est des sages paroles et je te rejoins tellement sur, cultiver l'esprit critique, ça fait partie, des valeurs de Matrimoine féministe, car ça me semble tellement essentiel avec, aussi tout ce qui est bienveillance évidemment et aimer de façon illimitée, c'est vrai que c'est super, conclusion, je ne pourrais pas dire, mieux. Dans la suite des Bah merci. questions, avec plaisir, je te dirais, qui sont tes rôles modèles du coup? Parce que tu parlais aussi en début, d'épisode que, ça te manquait d'avoir des rôles modèles, enfin, tu avais pas de rôle modèle dans la beauté, enfin de personnes qui te ressemblaient parce que c'était, lié à des standards. Donc, qui sont tes rôles modèles? Hem, Dans l'industrie de la musique, je dirais que c'est la chanteuse, l'artiste M.I.A. pour, ce qu'elle incarne, pour la musique qu'elle fait, pour, ses prises de position politiques et ce courage qu'elle a, pour son sens de l'esthétique, pour son audace globale, en fait, en tant qu'artiste, et elle m'a beaucoup rappelé, en fait, quel était le rôle d'un ou d'une artiste dans la société. Une sorte de, philosophe pop, slash entertainer, et je trouve que c'est chouette, et je crois que je me dirige un petit peu dans cette direction, enfin je l'espère. Et d'un autre côté, plus globalement dans la vie, je pense que vraiment ma mère, c'est un modèle de dingue. Enfin, jusque tard, j'ai pas eu de relation avec elle. J'avais une relation, comment dire? À la maison, mais qui était pas très deep, et à un moment donné, justement quand elle s'est faite double transplanter, j'ai cru que j'allais la perdre, et j'ai pris conscience que je connaissais pas ma mère en fait, peu. Et du coup, j'ai appris à plus la connaître, et je l'ai vue se battre dans toutes ses épreuves, et Dieu sait qu'elle en a eu énormément. Et le week-end dernier, j'étais chez elle, et en fait, je l'ai vue danser et faire du karaoké sur une de mes chansons, Oh. sur une vidéo YouTube, et elle chantait faux comme une gamine, et elle dansait, elle se tortillait dans tous les sens, et elle me faisait mourir de rire, et je me suis dit que c'est à ça que j'avais envie que j'aspirais à ça en fait. Euh, à garder une forme d'innocence, de naïveté par rapport à la vie, de continuer à aimer les choses et les gens de façon très enfantine en fait. Je trouve que quand on devient trop adulte et trop sérieux, on meurt. Et je crois que l'immortalité, pour conclure, et la beauté se trouve dans ça, dans l'innocence d'un regard d'enfant, dans le fait de se contenter, mot que généralement comment dire, qu'on trouve mauvais en fait, tu vois? Se contenter, «Oh, tu te contentes de ça», c'est toujours, péjoratif. Alors qu'en vrai, se contenter, et c'est justement cet esprit de contentement, c'est quelque chose qui me manque, et je trouve que ma mère, elle l'a vachement, et Dieu sait qu'elle en a vécu des trucs, et toute la vie lui paraît encore, magique. Chaque jour qui passe, le moindre truc, elle en est heureuse, et putain, c'est une belle leçon de vie, quoi. Mais tellement, ta maman a l'air tellement inspirante et je suis tellement contente pour toi que vous ayez pu, vous rapprocher et qu'elle est,
elle ait vécu, enfin, elle a pu vivre, Mmh, grâce à ces transplantations et du coup, ça me fait penser, tu parles de garder sa naïveté et son innocence et moi, ça me fait mmh. penser direct à garder son enfant intérieur, en fait. Exactement, exactement et de le cultiver et de lui laisser de la place pour s'exprimer, crier, sauter, aimer, se rouler par terre, ça fait du bien, en fait. Tellement! Je suis tellement en phase, comme toute cette, discussion. Et pour continuer avec, mes dernières questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Bien évidemment, je mettrai, en lien de cet épisode, les informations pour te suivre et écouter ta musique, ton lien Mmh, Spotify, carrément. comme ça, les personnes pourront découvrir, par eux-mêmes et j'en suis sûre qu'ils feront de très belles découvertes. Eh bien, je pense que comment dire? Je pense que je conseillerais 2 livres qui m'ont énormément marquée dans la construction de ma pensée. Le premier, c'est un livre de Jung, qui s'appelle «Dialectique du moi et de l'inconscient» et il m'a aidé à comprendre comment, se situait notre psyché individuelle par rapport à la psyché collective et j'ai trouvé ça super, super intéressant. Bon, ça se lit pas d'une traite, hein, faut digérer le bouquin, mais vraiment, ça a été une sorte d'épiphanie pour moi et il y a un deuxième bouquin que j'adore, que j'ai lu, juste après, ma transplantation et qui m'a beaucoup aidé justement à, construire, intellectuellement mon rapport à la mort et de m'apaiser émotionnellement dessus. C'est un livre de d'Irving Yalom, qui, s'appelle alors attends, comment il s'appelle déjà? Le jardin d'Épicure. Voilà et franchement, il est magnifique. Hem, c'est une sorte de roman, heu, psy voilà, qui est hyper chouette en fait et il a une façon d'écrire qui est très apaisante, très fluide et il démocratise beaucoup, la psychanalyse et la psychologie à travers ses romans quoi. Donc c'est assez cool. Plus digeste que Jung, mais Jung c'est d'une beauté justement même dans l'écriture au-delà des idées que je trouve, inégalée jusqu'à présent. Mmh. Bah, merci beaucoup pour tes recommandations. Je pense que j'irai aussi les acheter personnellement parce que c'est des sujets qui m'intéressent et j'ai envie d'explorer, tout ça. Donc merci Mmh, du partage. trop cool. Et du coup, voilà, il nous reste encore 2 questions. Que signifie le terme féminisme pour toi? Pas facile cette question. Le féminisme pour moi, c'est, se battre pour mettre en avant, en valeur, les qualités intrinsèques, des femmes au sens large, hem, de la féminité au sens large. Je fais très attention avec les mots parce que ça devient tellement polémique et des êtres humains au sens large, en fait. Enfin, disons que, c'est de considérer, mmh, ouais, les femmes et les minorités, j'ai envie de dire, comme faisant partie, intégrante de la société, comme étant aussi importantes que, bah, le pouvoir qui a été mis en place à travers le patriarcat et de ouais, donner une place à toutes ces personnes-là, à leur juste, valeur, toutes ces minorités de genre, à leur juste valeur dans tous les sens du terme, ce qu'elles peuvent apporter à la société au niveau, économique, parce on pense souvent à ça, en fait. Mais c'est pas que ça. Pour moi, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre de la psychologie, c'est, une façon de voir le monde et cetera qui permet, heu bah, justement de peut-être trouver un certain équilibre. Mais je trouve que c'est pas facile parce que, pour moi, c'est encore un mot que, j'utilise avec des pincettes parce que à la fois j'ai envie de dire que, c'est une forme d'humanisme, mais en même temps, le système aujourd'hui ne permet pas de dire simplement humaniste parce que ça occulterait une grosse partie du problème, j'ai envie de dire. Hem
Du coup, j'ai tendance à assimiler un petit peu les 2. Hem, mais j'ai toujours dit que j'étais une féministe qui ne détestait pas les hommes et et je pense que c'est important justement de raisonner, à l'échelle totale. Le féminisme ne peut pas être pensé uniquement par des femmes, ou des personnes considérées comme telles. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire, de façon globale et avec des hommes ou personnes considérées comme telles et puis même les autres personnes qui se considèrent comme ni hommes ni femmes, j'ai envie de dire et ouais, cette réflexion, elle doit être globale, en fait et je pense que ce n'est possible et ça ne sera possible que lorsque la majorité des hommes auront accepté que le monde tel qu'il est construit aujourd'hui, hem les avantages eux, qu'ils acceptent en fait les privilèges qu'ils ont, qu'ils ne s'auto-flagellent pas et que nous ne les flagellions pas non plus, mais qu'on se dise: «OK, on en est là aujourd'hui, ça nous va pas, comment est-ce qu'on rééquilibre le tout et ensemble?» Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu ma vision en tout cas de cette lutte qu'on appelle féminisme, mais que j'élargirais, mais je crois que le mot n'existe pas encore, donc bon, on va le chercher. Non, mais je suis tellement d'accord en phase avec tes définitions et du coup, le mot que j'emploierais pour décrire qui tu es, je dirais que tu es une féministe humaniste, tout simplement, tu as les 2 Je crois. et bah, je pense que moi aussi je suis une féministe humaniste parce que, je veux pas enfin, il faut que tout le monde soit partie prenante, on puisse être partie prenante, au combat Ouais. et pas exclure, des personnes, en fonction de comment pas exclure des hommes, pas exclure d'autres minorités. Donc le combat, il est à prendre pour tout le monde. Donc ouais, féministe humaniste, ça nous correspond bien. Mmh. Et la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Je sais pas si tu l'as déjà eu ou pas, mais je pense que j'aimerais bien voir, Louisa Donna. Je l'ai pas encore eu. Voilà. Je pense qu'elle aurait plein de choses intéressantes à te dire. Trop bien. Bah, je me suis noté le nom et j'essaierai de la contacter, pour l'avoir au micro de Matrimoine féministe. Mmh. Trop bien. Super, bah, merci à toutes et à tous qui nous ont écoutés, jusqu'au bout. C'était encore une fois un échange très intéressant et inspirant. Du coup, bah, je vous dis, bah, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit où que vous soyez et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!